On va passer à la présentation suivante. C'est Viana qui nous fait le plaisir de venir. On a voulu faire une aparté sur l'endoscopie bariatrique, sur cette session d'endoscopie qui est, je pense, une activité en plein essor, due au niveau dispositif sur le marché. Donc Viana, tu vas nous parler de la sleeve gastroplastie. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc je vais faire la sleeve gastroplastie endoscopique par le système Overstitch et ensuite Adrien vous fera l'endoscopie bariatrique avec les autres techniques. Donc, en fait, Apollo Endosurgery a développé premièrement l'Overstitch TM qui se posait sur un double canal opérateur que vous avez à gauche et dans un second temps l'Overstitch SX qui peut être utilisé avec tous les endoscopes qui ne sont pas double canal opérateur. Donc là vous avez le système et là je vous présenterai plutôt Overstitch SX car c'est maintenant ce que font la plupart des gens, même si TM reste quand même très bien. Alors là vous avez des photos parce qu'avant de vous passer la vidéo, à gauche, je cherche le... Ouais. Voilà, pardon. Voilà, là, vous avez le système, en fait. On a monté sur notre endoscope, simple canal, un système qui permet de faire des points. Vous voyez, vous avez une aiguille, un fil, et on va passer en transmural, on passe en dehors de la séreuse, pour faire nos points de suture. Là, on fait plusieurs points. Vous voyez, c'est de la couture, hein, c'est un surjet. Vous voyez ce que vous faites à l'extérieur. Et ici, à la fin, quand vous avez fini, quand vous faites une suture, vous faites plusieurs points. Quand vous avez fini le dernier point, vous allez larguer votre aiguille et vous allez... Là, on largue l'aiguille et là, on fixe la suture. Voilà. Donc, j'ai préféré vous faire ça avant de vous montrer. Ensuite, il y a une petite... Alors, est-ce que la vidéo va marcher? Ça, je ne sais pas. Ben voilà, elle démarre. Donc là, en haut... de façon imagée, alors je ne sais pas si elle va démarrer, on voit là, on a un hélix qui va attraper la paroi de l'estomac, et ensuite on a une autre aiguille, une fois qu'on a pris, alors il n'avance pas très vite, hein, voilà, on prend notre paroi gastrique et on fait passer le fil l'aiguille à l'extérieur, et ensuite on récupère, pour que le fil passe, et ensuite on récupère notre aiguille sur notre système qui est là. Là, c'est quand on a fini plusieurs points et qu'on veut larguer notre aiguille, on la largue et ça nous permet ensuite donc de faire un certain nombre de sutures qui vont permettre de réduire le fundus. Les chirurgiens font des gastrectomies au niveau du fundus. Nous, on ne fait pas de gastrectomie, on fait des sutures qui permettent de réduire la taille de cette partie de l'estomac tout en laissant la poche à l'extérieur où les liquides peuvent passer. Alors là, c'est la vraie vie. Donc là, vous voyez, on a fait notre premier point. Je lave là pour vous montrer. On a avec notre hélix, on prend la paroi gastrique, on la met dans notre système qui s'appelle l'Anchor Exchange. On fait passer l'aiguille à l'extérieur, comme je vous ai montré tout à l'heure. On va récupérer, alors parfois, c'est pas toujours... voilà. Et ensuite, voilà, on a récupéré et on a fait notre point. Ensuite, on recharge notre aiguille, on se déplace à droite quand on va à droite, à gauche quand on va à gauche, en l'occurrence là c'est à droite, et on fait le point suivant. Vous voyez, on a notre pli, voilà, et on va chercher notre paroi gastrique avec notre hélix pour la mettre dans notre Anchor Exchange, qui est donc cette grosse, ce que vous voyez là qui est noir, et ensuite, ça c'est à la fin, quand on a fait nos points, parce que j'ai fait une courte vidéo, on tire avec un cinch, on va serrer les points, vous voyez, on tire sur le fil, grâce à ce cinch qui va nous permettre d'avoir un point d'appui. Et une fois qu'on a bien serré, on voit les plis qui se serrent, c'est important. Une fois qu'on a vu les plis qui se serrent et qu'on pense qu'on est bien, que le fil n'est pas lâche, là on va couper ensuite à l'aide du cinch, on coupe et on fixe la suture comme je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. Et on progresse. Alors, on part de la partie gauche. Alors, il y a plusieurs schémas possibles. Mais globalement, beaucoup de gens font le système en U. On part de la partie gauche de l'ogive ventrale. On remonte, on fait des U et on remonte progressivement jusqu'à dans la région sous-cardiale. Et on réalise entre 3 et 7 sutures. En moyenne, je dirais, c'est
5 sutures, moi, personnellement, que je fais. Il ne faut pas faire des sutures qui soient trop lâches, trop éloignées les unes des autres. Voilà. Et on montre le plus possible. Là, vous voyez, ça avance. Alors, vous voyez, quand on va serrer, il faudra bien faire attention, là, qu'il y a un fil. Pardon, je fais une bêtise. Comment on revient en arrière? Ouais. Bon, mais c'est pas très grave. Donc, du coup, bon, c'est pas très grave, parce que c'était la fin de la vidéo. Alors, l'efficacité a été montrée par un certain nombre d'études et de prospectives. Et vous voyez ici que la perte... Alors, on détermine à 3 et à 5 ans le pourcentage de perte de poids initial. C'est-à-dire, si je fais 90 kg, bah, je vais pouvoir perdre, c'est une courbe de Gauss, en moyenne, 17% du poids de mon corps. En moyenne, hein, si je suis bien suivi, si j'ai repris une activité physique. Et là, vous avez donc le suivi à 3 ans et à 5 ans qui se maintient dans cette équipe de RIM, mais avec des gens qui étaient suivis. Évidemment, si on n'est pas suivi, au bout d'un moment, on peut avoir des rechutes. Je vous rappelle que, enfin, je vous confirme que les sutures sont non résorbables. Par contre, il y en a peut-être une ou deux qui vont partir, mais globalement, le système dure 18 mois, 2 ans. Alors, il y a une courbe d'apprentissage. Vous avez vu, c'est quand même un peu technique, mais bon, qui n'est pas non plus dramatique. Il faut en faire un certain nombre, parce qu'en fait, plus vous en faites, plus vous avez avancé dans votre courbe d'apprentissage et plus vous êtes efficace pour les patients. Là, vous voyez, on voit que quand vous avez moins de 20 cas, bah, vous avez plus à M12, vous avez moins de sutures intactes. Vous voyez, vous êtes là. Quand vous en avez fait plus de 40, vous êtes là. C'est important, parce que quand on regarde dans le temps, l'aspect des sutures à M12, bah, on perd plus de poids en termes de pourcentage de perte de poids que quand, évidemment, le système, il y a des sutures qui sont lâches ou qui sont parties. Donc, c'est important, cette courbe d'apprentissage. C'est important aussi pour se sentir à l'aise, bien sûr. Au début, on est pris pas mal par la technique des mains, qu'est-ce qu'on va faire. Et là, après, on est surtout pris par le design, quand on commence à bien avoir en main la technique pour faire des belles endosleeves, en fait. C'est ça le sujet. Là, je vous ai mis les méta-analyses principales. Vous voyez, on a quand même pas mal de patients, hein, avec donc cette perte de poids de l'ordre de 17% du poids initial, aussi bien sur celle-là que sur cette étude. Vous voyez quand même un certain nombre de patients, quand même plusieurs centaines, voire près de 2000. Et récemment, Apollo Endosurgery a publié dans le Lancet une étude randomisée crossover qui a montré l'efficacité donc sur la perte de poids qui était de 16%. Vous voyez, alors donc là c'est le premier groupe, ça c'est ceux qui ont eu d'emblée une endosleeve et qui ont maintenu à 104 semaines leur perte de poids, leur pourcentage de perte de poids. Et ça c'est le groupe contrôle qui était là. Hein. On perd moins quand on est, même si on est suivi sur le plan nutritionnel, et qui ont bien perdu ensuite pour les 52 semaines suivantes. Donc c'est une étude qui est importante parce que c'est la première étude randomisée et, qui confirme l'efficacité qu'on avait vue dans de nombreuses études prospectives et dans les études, dans toutes les études, quoi. Nous, à Paris, au Trocadéro, on a mis en place une étude prospective non randomisée. On est 3 centres et on a déjà inclus quarantaine de patients pour faire l'étude du suivi à 1 an sur la perte de poids et les comorbidités liées à l'obésité, en particulier la NASH, et sur le côté SEF de cette technique qui est en fait, mais bon, qu'on veut objectiver nous. Voilà, et si vous voulez plus d'infos, eh bien, je vous convie à venir à la première journée qu'organise la SFED sur l'endoscopie bariatrique et métabolique au mois de janvier à Paris. Je vous remercie et je passe la parole à Adrien. Merci Viana. Donc là, le but, on va discuter des techniques à notre disposition pour l'endoscopie bariatrique. Donc ça va être en gros du ballon intragastrique à la gastroplastie. Alors voilà, la prise en charge de l'obésité, bien sûr que ce qu'il faut absolument recommander aux patients, c'est une activité physique.
et un équilibre alimentaire. Mais bon, ceux qu'on voit finalement dans nos cabinets, c'est ceux qui ont un échec de ces dispositifs. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Alors bien sûr, il y a la chirurgie qui est plus invasive, la sleeve et le bypass, et on pense effectivement que l'endoscopie a clairement une place au milieu de tout ça. Alors, il faut savoir qu'il y a des objectifs de l'endoscopie bariatrique, c'est-à-dire que l'endoscopie bariatrique, pour être efficace et efficiente, doit répondre à certaines règles. C'est-à-dire que si on parle de perte de poids totale, il faut que ces dispositifs permettent une perte de poids totale au minimum de 5%, avec une morbidité inférieure à 5%. Donc, entre guillemets, au début, on est parti assez bas. Alors, quels sont les dispositifs actuellement disponibles? Alors, il y a principalement les ballons sur le marché qui ont été longuement étudiés depuis à peu près 10-15 ans. Plusieurs types de ballons, des ballons qu'on pose sous endoscopie, qu'on délivre directement sous forme de capsule, ou des ballons ajustables. Il y a aussi des procédures, comme l'a décrit Viana juste avant, qui sont arrivées, qui sont plus récentes, que sont la gastroplastie endoscopique, avec 2 dispositifs actuellement sur le marché en France, qui est le dispositif Overstitch Apollo et le dispositif Endomina. Alors, le duodénal resurfacing, ça c'est vraiment en cours d'études, c'est non disponible en France, il y a des études américaines en cours. Alors, les indications de l'endoscopie bariatrique, pour moi, c'est vraiment l'IMC 28-35 avec, si possible, des comorbidités. La tension, le diabète, le cholestérol, la NASH. Donc, c'est vraiment sur la perte de poids et aussi sur les comorbidités qu'on aura un résultat. Et bien sûr, c'est des patients en échec de prise en charge diététicienne, en échec de régime. La difficulté aussi, c'est finalement qu'est-ce qu'on va proposer aux patients. Est-ce qu'on va proposer un ballon? Est-ce qu'on va proposer une gastroplastie? Et ça, c'est une question qui est assez difficile à répondre. Alors, moi, les ballons, mais c'est vraiment très personnel, finalement, je les propose à des patients ou des patientes qui ont un déséquilibre alimentaire important et qui ont un besoin d'un effet booster initial pour perdre du poids, pour rééquilibrer leur mode de vie, pour refaire de l'activité physique. Le ballon, il va permettre une perte de poids quand même rapide, initiale. Après, il faut vraiment avertir les patients d'un risque de rebond lors de l'extraction du ballon, lors du retrait de ballon. Et il faut que les patients ils soient préparés à ce risque-là. La gastroplastie, c'est vrai qu'on plutôt sur des profils de patients qui ont finalement un équilibre alimentaire, mais qui se mangent en trop grande quantité, pour lequel on pourra obtenir un phénomène de satiété au moyen et à long terme, qu'on n'aura pas effectivement sur le ballon. Alors, le parcours de soins, il est primordial. C'est-à-dire que je pense qu'à une époque, on a posé beaucoup de ballons sans vraiment se soucier du parcours de soins, et ce qui a un peu plombé effectivement les résultats. Maintenant, ça paraît difficile de juste poser un dispositif sans faire de suivi et sans le proposer dans un cadre qui soit, on va dire, assez bien réglé et que le patient ne soit pas encadré. Donc, déjà, la première consultation médicale, c'est la recherche de comorbidité, un bilan biologique complet à la recherche de comorbidité, un bilan nutritionnel, on se pose les questions du comportement alimentaire. Et le patient, après, il faut l'envoyer directement chez la diététicienne ou chez la psychologue si on identifie clairement un trouble du comportement alimentaire. On présente le patient en RCP. Moi, personnellement, je travaille avec mes chirurgiens digestifs en bonne intelligence, donc on partage les RCP ensemble. De toute façon, on n'est pas sur les mêmes indications. Moi, je suis que sur des indications inférieures à 35 d'indice de masse corporelle. Donc, on se marche pas sur les pieds, ça pose pas trop de problèmes. Ensuite, durant cette période-là, il faut bien dire aux patients qu'il y a des ateliers d'éducation thérapeutique qui sont disponibles et lui proposer au maximum. On lui pose le dispositif, que ce soit le ballon, la gastroplastie, et il faut un suivi.
Moi, je fais un suivi au minimum de 6 mois. Après, des fois, il y a des pertes de vue, des fois, il y a des patients qui viennent poursuivre, mais il faut leur proposer au minimum ce suivi, que ce soit avec moi ou enfin avec le médecin ou la diététicienne. Il faut renforcer à chaque consultation la motivation. Il faut bien sûr repérer les points à modifier, que ce soit sur le comportement alimentaire ou sur l'activité physique. Donc, il y a un parcours de soins qui est indispensable quand même pour une prise en charge, on va dire, de bonne qualité. Bon, les ballons, ça a longuement été étudié, c'est efficace. Alors là, c'est l'excès de perte de poids. Donc en fait, on est à peu près à 10% de perte de poids totale sur les ballons. Alors bien sûr, avec des complications, la plus fréquente, c'est des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Il y a effectivement des retraits précoces, donc tout ça, il faut informer bien sûr le patient avant l'impose d'un ballon. La gastroplastie, donc Vianal en a parlé, il y a 2 dispositifs actuellement sur le marché, le dispositif Apollo, le dispositif Endomina. Alors, bon, ça, Viana, tu l'as très bien expliqué. Je ne vais pas y revenir. Ça, c'est quand même sympa à voir, un TOGD 15 jours après, où on voit effectivement un remodelage complet de la paroi gastrique. Avec, on peut comprendre du coup ce phénomène de satiété. L'efficacité, elle a clairement été démontrée maintenant sur plusieurs études, des méta-analyses qui montrent que une perte de poids totale entre 15 et 17% quasiment à 2 ans. Les complications, elles sont rares. Les complications, là, sur cette étude, moins de 2%. Et les principales complications, c'est effectivement, on peut avoir une reprise à faire pour un saignement sur une ligne ou un abcès périgastrique et généralement qui se traite sous antibiothérapie ou voire un drainage percutané. Voilà. Cet essai, Viana vous l'a montré également, c'est un très bel essai qui montre que 2 groupes de patients et quand on switch effectivement le groupe de patients test, il bénéficie également des mêmes résultats et on voit très bien que c'est le premier essai qui montre que randomisé, il y a un effet clair et net de ce dispositif. Alors maintenant, voilà, la difficulté, c'est aussi quand on fait le choix. Est-ce qu'on propose la gastroplastie ou est-ce qu'on propose le ballon? Cette étude, qui n'est pas une étude, qui est qu'une seule étude, mais montre quand même une efficacité supérieure de la gastroplastie par rapport au ballon, et c'est surtout sur le moyen et sur le long terme. Voilà. Donc à 6 mois, on aura l'effet maximal du ballon qui après commence à diminuer alors que l'effet se pérennise dans la gastroplastie. La gastroplastie a même été évaluée avec la chirurgie, donc sur des études comparatives. Alors c'est sûr que la chirurgie bariatrique, la sleeve chirurgicale, fait mieux dans cette étude-là. À 6 mois, on est à 23 points de perte de poids total versus 17 pour la gastroplastie. Mais après, il faut savoir que ça ne s'adresse pas non plus aux mêmes patients. Là, on retrouve exactement les mêmes résultats dans cette méta-analyse. Donc, on est à 18 versus 28 pour la chirurgie, mais par contre, avec un taux de complication qui est de l'ordre de 1,6% dans la gastroplastie versus quasiment 10% pour la sleeve chirurgicale. Donc, c'est quand même largement significatif. Il y a une étude aussi qui est assez rigolote, qui est une étude de non-infériorité. Là, ça a montré effectivement que la gastroplastie endoscopique n'est pas inférieure à la sleeve chirurgicale. Et effectivement, de toute façon, quand on a une perte de poids total, on a aussi une amélioration des comorbidités, une rémission des comorbidités. Alors, la place des traitements médicamenteux, des analogues GLP-1, ça commence à être étudié. On a une étude, donc sleeve plus liraglutide, qui fait mieux que la gastroplastie seule. Donc après, la place du traitement médicamenteux va se poser. En France, ça me paraît encore difficile
pour nous de proposer un traitement pharmacologique accessoire, mais la question va clairement se poser. Alors voilà, en fait, pour résumer un peu la présentation, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est disponible actuellement? Le ballon, il a toujours été disponible, il le sera toujours. Simplement, il faut bien le faire dans de bonnes conditions, avec un bon suivi des malades et les informer d'emblée du risque de récidive à 6 mois ou lors du retrait. La gastroplastie, pour moi, a aussi un grand avenir parce qu'elle a quand même cet effet de satiété sur le moyen et sur le long terme, et donc quand même une efficacité à moyen et à long terme, et c'est ce qu'on attend en fait d'un dispositif de la prise en charge de l'obésité. Il ne faut pas oublier que tous ces patients, il faut les suivre, il ne faut pas oublier que bien sûr qu'il faut qu'ils corrigent leur comportement alimentaire, qu'ils fassent de l'activité physique, et ça les chirurgiens bariatriques ils l'ont bien vu, hein, quand ils font juste la chirurgie, qu'il n'y a pas de suivi, malheureusement, on a des malades qui récidivent. Donc nous, il faut simplement qu'on ne fasse pas la même erreur, qu'on suive bien les malades et qu'on leur propose un suivi complet. Voilà, merci à vous.